Salam alaikum. Bienvenue dans cette dernière partie du cours sur l'architecture des DSP Blackfin. Donc aujourd'hui, on va entamer l'unité de contrôle. Donc dans l'unité de contrôle, elle est composée de plusieurs blocs. Donc un bloc séquenceur, un bloc d'alignement et un bloc décodeur. Donc ces trois blocs-là forment ce qu'on appelle un séquenceur programme. Donc c'est lui qui permet le séquencement des instructions qui vont être exécutées. Également, il existe un bloc qu'on appelle en anglais loop buffer. C'est un tampon pour les boucles, donc un buffer des boucles. Quel est son rôle? Donc, c'est la gestion des boucles matérielles dont nous avons parlé déjà lors des séances précédentes. Donc, c'est des boucles qui peuvent être exécutées sans l'intervention du processeur central. Donc tous ces blocs-là, donc le séquenceur programme avec ces blocs et le buffer des boucles forment ce qu'on appelle une unité de contrôle. Voyons tout cela de plus près. Donc là, si on essaie de voir de quoi il est composé le séquenceur programme, donc on va voir qu'il est composé de plusieurs registres. Donc tout cela, c'est des registres. Par exemple, là où nous avons le registre cycles and cycles 2. Donc ces deux registres-là, chaque registre, il peut accueillir donc 32 bits. Donc en tout, on a 64 bits. Ces deux registres-là permettent de compter le nombre de cycles d'exécution. On peut les mettre à 0, les réutiliser, écrire dessus. Donc c'est des registres qui servent à calculer les performances d'un programme. Également, on trouve ces deux registres-là, le syscfg et le secstate. Syscfg, c'est System Configuration ou la configuration système. Donc là, on configure notre DSP Blackfin. Également, sequence state, donc l'état de séquencement. Donc là, il nous donne l'état de séquencement. Donc, le séquenceur, à quel étage de séquencement il est. Donc, est-ce qu'il est en alignement, en décodage, etc. Également, nous trouvons ces 5 registres-là qui sont très importants. On trouve le registre RET. RET, c'est Return en anglais, donc le retour. S, c'est subroutine, donc c'est le retour d'une fonction. Donc ces registres-là, ils sont utilisés pour charger une adresse 32 bits qui est l'adresse de retour d'une fonction. C'est le même cas ici pour le RETI. La différence entre les deux, I ici veut dire interruption, donc c'est un retour d'une routine d'interruption. Là, c'est une routine standard. Là, RETX, c'est le retour d'une exception. Donc, que veut-on dire par une exception? Donc, c'est une erreur dans le soft. Donc, par exemple, une violation d'adresse mémoire. Si on souhaite, par exemple, accéder à une zone mémoire qui est réservée ou qui est interdite d'accès, donc là, une exception va être déclenchée. Également, le RETN, il contient également une adresse 32 bits, mais cette adresse, c'est une adresse de retour d'une routine d'interruption non masquée. N veut dire une interruption non masquée. Par exemple, un reset. Pardon, pas un reset parce que ça ne s'applique pas ici, mais c'est des routines d'interruption et ces interruptions ne sont pas masquables. On ne peut pas les masquer. Le dernier registre, c'est le RETE, c'est le retour d'une émulation. Donc, si on entre dans une routine qui permet de faire l'émulation, donc à la fin de l'émulation, donc ce registre RETE, il est chargé par l'adresse de retour d'une émulation. On trouve aussi un compteur programme, ce qui est le cas
de tous les processeurs. Donc, dans le séquenceur programme, cette partie-là, le programme counter, donc il permet de compter le nombre de cycles d'exécution. On trouve aussi le fetch counter qui permet d'énumérer le nombre d'instructions à décoder. Nous trouvons également le comparateur des boucles matérielles. Donc, ce comparateur de boucles matérielles, c'est lui qui gère l'exécution des boucles sans l'intervention du CPU, donc du processeur central ou le cœur du DSP. Vous voyez que ce comparateur-là, il est relié avec ces registres-là qui sont les registres des boucles matérielles du DSP Blackfin. On trouve le premier triplet des registres, là nous avons LC0, LT0, LB0 et l'autre triplet c'est LC1, LT1, LB1. Ces registres doivent être utilisés ensemble, donc ils sont utilisés toujours ensemble en même temps. Que veut-on dire par LC0? On va le voir en détail dans cette séance, donc on revient à cela après. Nous avons également une partie qui permet de décoder l'instruction, donc pour savoir quelle unité fonctionnelle à assigner, si c'est un accès mémoire, si c'est une opération arithmétique ou un MAC, etc. Également, ici, nous avons l'unité d'alignement. Donc, elle permet d'aligner les instructions donc, en fonction de leur adresse. Et tout cela, vous voyez qu'ils sont reliés avec la mémoire de niveau L1 et reliés également avec l'unité fonctionnelle, l'unité d'adressage arithmétique. Voilà, c'est suffisant pour le schéma fonctionnel. Donc, on passe. Là, c'est tout ce que je viens de dire, donc je ne vais pas le répéter. Les registres également, donc c'est la même chose. Pour les registres des boucles matérielles, donc là, on va parler un peu d'eux. Donc, LC0, LC1. LC veut dire loop counter, donc c'est le compteur de la boucle. 0, c'est le numéro du registre. Donc, on a 3 triplés. Chaque triplet, donc, il est numéroté 0, 1. Donc, si on en avait plus, ce sera 2, etc. Il contient le nombre d'itérations restantes de la boucle. Donc, c'est le nombre d'itérations. Donc, à chaque fois, il est décrémenté. Il est décrémenté par le comparateur des boucles qu'on a vu au niveau des schémas fonctionnels. C'est le même cas pour LT0, LT1. C'est quoi LT0, LT1? C'est loop tops. Il contient l'adresse où débute la boucle. Donc, la première instruction de la boucle, elle se trouve où? Donc, c'est la question que le programmeur doit se poser. Une fois que vous avez l'adresse, vous allez l'introduire dans l'un des registres là. Donc, par exemple, on prend LT0. Lorsqu'on fait cela, donc, l'unité de contrôle, elle sait maintenant où votre boucle matérielle numéro 1, où elle commence. Et donc, vous l'avez deviné, LB0, c'est loop bottoms, donc c'est la fin de la boucle. Donc, et vous allez préciser à quelle adresse ou à quelle instruction, l'adresse de l'instruction où se termine votre boucle matérielle. Donc, si on essaie de donner un exemple ici, là, on a un exemple d'une boucle de 2 instructions. Donc, elle contient seulement 2 instructions et qui va s'exécuter 32 fois. Donc, le nombre d'itérations de la boucle ici, c'est 32. Donc, vous voyez ici, 32 et 2 instructions. Voici le code d'implémentation. Donc, vous voyez, on utilise un registre pointeur. Pourquoi on utilise un registre pointeur? Si on a utilisé par exemple un registre de données, c'est possible aussi. Mais de préférence, il faut utiliser un registre pointeur. Pourquoi? Parce que les registres données, vous en avez beaucoup besoin pour les opérations d'arithmétique, alors que les registres pointeurs, vous aurez toujours des registres pointeurs libres que vous pouvez utiliser dans votre boucle matérielle. Alors, commençons. Nous avons ici
P5. P5, c'est un registre pointeur, le numéro 5. Il est égal à la valeur hexadécimale 20. 20, c'est en hexadécimal 32. Donc, on lui a assigné cette valeur-là. Parce que LC0, le registre de la boucle matérielle, on ne peut pas lui donner directement une valeur immédiate. Donc, directement lui assigner, par exemple, LC0 égale 0x20. On ne peut pas écrire comme cela, LC0 égale 0x20. Ça ne marchera pas, c'est une limite de l'architecture, donc on doit passer par un registre et ensuite faire un transfert d'un registre à un autre. Donc là, on a un transfert du registre P5 jusqu'au registre LC0 des boucles matérielles, qui est un registre cœur. Également, nous avons cette partie-là qu'on doit mettre lors de la programmation. Elle fait partie du jeu d'instruction du DSP Blackfin. Cette partie-là, comme ici elle est dénotée LCTAP, donc c'est la configuration de votre boucle. Donc qu'est-ce qu'elle prend comme argument, cette partie-là? Donc entre parenthèses, nous avons le premier argument, c'est le début B1, donc c'est le début de la boucle 1, et le deuxième argument séparé par une virgule qu'on voit ici. Donc, on met l'adresse de fin. Qu'est-ce qu'il fait ce mnémonique, qu'on va dire? Donc, ce mnémonique, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, ce symbole-là, donc, il va charger LT0, donc loop top, comme on a dit, avec l'adresse du début de votre boucle. Vous voyez ici que c'est écrit en français. Donc, vous n'êtes pas obligé d'écrire comme cela, donc en bleu et en rouge. Donc, ces deux symboles-là, donc c'est à votre convenance. Donc, c'est vous qui choisissez les noms. Donc, vous pouvez mettre, par exemple, début sans le B1 ou mettre tout ce que vous voulez. Donc, à condition donc, que ce ne soit pas des mnémoniques déjà utilisés par le jeu d'instruction du DSP Blackfin. Donc, revenons à LT0. Donc, LT0 sera chargé par l'adresse de début. Donc, j'arrive pas à écrire avec, je suis désolé pour cela. Donc, début B1. Donc, voilà début B1. Donc, LT0, donc, ça sera lors de l'exécution. Cette adresse, bien sûr, donc, sera convertie, plutôt ce symbole-là, donc cette étiquette-là, sera convertie en une adresse, disons par exemple FF, etc., sur 32 bits, codée sur 32 bits. Voici cette adresse-là, donc début B1, elle commence ici, donc notre boucle, et elle finit ici. Là, nous avons une condition. Donc, lors de l'écriture, donc souvenez-vous très bien de cela. Donc, à la fin de votre boucle, elle doit finir par une instruction. Donc, on ne peut pas la laisser vide. Sinon, la prochaine instruction qui vient, elle sera considérée comme l'instruction de fin. Donc, on met notre étiquette ici, étiquette de fin, donc l'adresse de fin de notre boucle, suivie d'une instruction. Donc, c'est le même cas ici. C'est comme si on écrit cette partie-là ici. Donc, LB0, loop bottom 0, il est chargé par quoi? Réfléchissez un peu, donc par fin B1. Donc, fin B1. Et voilà. Maintenant, on ne doit plus se soucier du problème des conditions du compteur. Donc, on ne doit pas décrémenter le compteur. On ne doit pas vérifier si on a atteint 32 itérations ou pas encore. Donc, tout cela sera géré automatiquement par l'unité de contrôle à l'intérieur des buffers de boucle, loop buffer. Donc, c'est lui qui va gérer tout cela. Donc, essayons de comprendre bien ce qui va se passer ici. Donc, je répète, donc on initialise un registre pointeur ou un registre donné sur le nombre d'itérations. On transfère cette valeur-là vers le registre LC0 ou LC1, ça dépend de la boucle que vous voulez utiliser. Donc, si vous utilisez la boucle numéro 1, la boucle matérielle, bien sûr,
Numéro 1, donc vous mettez LC1 ici. Maintenant, on doit configurer notre boucle, lui indiquer à quelle adresse il faut commencer la boucle et à quelle adresse finir. Donc, à l'aide de ces étiquettes-là que vous pouvez nommer comme vous voulez, donc à votre convenance. Ensuite, on met notre code, mais à condition de finir par une instruction et débuter par une instruction. Donc, sinon, ça ne sera pas évident de réaliser une boucle si on a moins de 2 instructions. Également, les limites de cette boucle matérielle. Donc, cette boucle matérielle, donc l'adresse. Là, l'adresse, donc de début et de fin. Donc, elle ne doit pas être plus de 30 octets. Donc, loin de l'adresse de setup. Donc, on peut mettre des instructions là, mais à condition que ça ne dépasse pas, ces instructions ne dépassent pas les 30 octets. Également, à la fin, nous devons avoir une boucle qui ne doit pas dépasser les 2 kilo-octets. Donc, si on a une boucle et on introduit des instructions, ces instructions-là, si on calcule leur taille du code, donc parce qu'ils sont codés, donc chaque instruction, elle peut être codée sur 16 bits, 32 bits ou 64 bits, comme on l'a vu. Donc, ces instructions-là ne doivent pas dépasser 2 kilo-octets. Donc, c'est le maximum que peut réaliser cette unité de contrôle. Donc, si on essaie d'exécuter ce code-là ensemble, donc au début, ce qu'on va avoir, donc P5, ça sera 20, LC0, donc LC0 au début sera de 32. Ensuite, R2, ici, va réaliser cette opération-là. Ensuite, cette opération-là. Et ensuite, il va revenir automatiquement ici. Donc, vous voyez l'intérêt des boucles matérielles. Donc, on n'a pas besoin de gérer la boucle. Donc, sa gestion se fait automatiquement par l'unité de contrôle. Ensuite, la prochaine itération, LC0, va être décrémentée automatiquement. Il sera égal à 31, etc. jusqu'à atteindre la valeur minimale de 0. Et lorsqu'il est 0, il sort de la boucle. Donc, il ne va pas continuer de faire une autre itération. La valeur maximale qu'on peut assigner à LC0, donc vu que c'est un registre, LC0, c'est un registre codé sur 32 bits, donc on peut assigner jusqu'à combien d'itérations? 2 à la puissance 32 moins 1. Ça, c'est le maximum. Le minimum, c'est 2. Là, vous l'avez deviné. Pourquoi 2? Parce qu'on ne peut pas exécuter, plutôt, c'est évident, parce qu'on ne peut pas avoir une boucle qui contient donc une seule itération. Donc, on souhaite avoir une boucle qui fait au moins 2 itérations. Sinon, ce n'est pas une boucle. Donc, ça devient une simple instruction. Donc, ça ne sert à rien de configurer une boucle, tout cela pour réaliser une seule instruction. Donc, au minimum, c'est 2. Voilà concernant les boucles matérielles. Passons maintenant au registre de l'unité de contrôle. Donc, nous avons que cette unité de contrôle, elle est composée de plusieurs registres qu'on a vus là. Donc, les registres, ceux-là, donc on les a déjà vus, les registres cycle, system config, sequencer state, et également les registres des boucles matérielles. Mais il y a également un bit dans le registre state. Donc, ce registre-là, il est affecté par l'unité de contrôle, mais il n'est pas affecté totalement. Seulement un bit du registre state est affecté, donc il est géré par l'unité de contrôle. C'est le bit CC, Condition Control ou Code Control en anglais. Donc, son rôle, c'est quoi? Il permet de faire des opérations conditionnelles.
Donc, mieux vaut des exemples. Donc, là, si on prend un exemple, CC égale à R1. Donc, CC égale à R1, que veut-on dire par cela? Donc, cela peut être interprété, donc ça, c'est commentaire. Donc, les deux slash, ça veut dire commentaire. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme commentaire ici? C'est CC égale à 0, si R1 égale à 0. Si c'est égal à 1, si R1 il est différent de 0. Donc vous voyez que ce bit CC, c'est comme, comme vous avez l'habitude de faire en C, donc c'est des opérations conditionnelles. Donc le if et le else. Donc if, else, donc c'est les conditions que vous avez d'habitude à réaliser également sur l'assembleur du PIC par exemple. Donc vous faites un test de bits. Donc, voyons les autres exemples restants. Donc là également, c'est CC, il va contenir le résultat de cette opération-là. Donc là, vous avez ce mnémonique-là, bit test. Donc, il va tester le bit numéro 31 du registre R0. Donc, le bit numéro 31, c'est le bit MSB, c'est le dernier bit. Donc, si ce bit-là, il est égal à 1, donc CC va être égal à 1. Sinon, CC va rester à 0 parce que par défaut, il est égal à 0. Également, on peut réaliser ces opérations-là en utilisant le terme comme dans le C, comme je vous ai dit, ce jeu d'instructions du DSP Blackfin, c'est un jeu d'instructions algébraïque, donc il ressemble un peu au langage au niveau que vous avez d'habitude, vous avez utilisé d'habitude comme le C, par exemple, ou sur MATLAB. Donc là, vous pouvez lire cela, donc sans apprendre beaucoup sur ce jeu d'instructions. Donc, if CC, la condition. Donc, cela veut dire si CC égale à 1, donc, ce qu'on a ici, donc R0 égale à P0. Sinon, P1 égale à P2. Donc, si on essaie par exemple de faire un exemple, de relier cette partie-là avec l'instruction précédente. Nous avons dit que ici, il va faire un test sur le registre R0, son bit numéro 31. Donc, si on suppose que ce bit 31, il est égal à 1, donc CC il est égal à 1, donc là, if CC égale à 1, donc R0 égale à P0. Donc, ce qu'on aura ici, c'est que comme résultat ici, c'est que R0 sera égal à P0. Si, par exemple, dans ce cas-là, le bit 31 était égal à 0, donc CC, donc là, il a une valeur de 0. Là, donc là, cette condition, elle n'est pas réalisable. Donc, elle n'est pas correcte. Donc, on passe à sinon. Donc ça, if not CC, donc là vous voyez que c'est sinon else, donc if else, donc sinon, donc on va prendre cette partie-là comme résultat d'exécution. Donc P1 égale à P2. Passons maintenant au séquenceur du programme. Donc c'est quoi son rôle, le séquenceur du programme? Il permet la gestion totale du flot d'exécution. Donc, le flow d'exécution, donc c'est la génération des adresses 32 bits pour les instructions. Donc, cette génération-là, n'oublions pas qu'elle se passe au niveau de l'unité fonctionnelle qu'on a appelée l'unité d'adressage, l'unité arithmétique d'adressage, pardon. Donc, mais là, c'est la génération des adresses. Donc là, ça commence ici avant de passer sur l'unité d'adressage. C'est aussi le suivi du flow d'exécution via un registre compteur PC Program Counter. Aussi le pipeline des instructions, donc ça c'est l'architecture pipeline, ce qui est nouveau pour vous. Donc on va voir cela en détail lors de cette séance. Aussi la gestion des sous-programmes, des sorts, des conditionnels. Donc vous voyez que c'est le séquencement de tout cela. Donc c'est lui le maître de tout ce qui se passe dans le processeur. Les flots possibles sur ce DSP, donc c'est les flots que vous avez d'habitude de manipuler. Donc c'est des flots linéaires, donc une exécution procédurale, donc une instruction par instruction consécutive, ou un flow en saut, donc on saute de cette instruction-là
faire une autre instruction selon l'adresse renseignée. Également, on peut réaliser des boucles, donc c'est un flow en boucle. Donc tout cela, c'est géré par le séquenceur du programme. Si on passe également dans le cas où on a des routines, donc des fonctions assembleurs, donc c'est lui qui permet de gérer cela. Donc vous voyez ici que cette instruction call subroutine. Donc elle appelle une autre sous-routine ou une autre fonction. Donc il ne va pas exécuter l'instruction 1 ou 2 parce qu'il y a un appel ici. Donc il va sauter à cette adresse-là. Donc il exécute ses instructions. Donc là c'est un flow. Le flow devient linéaire. Ensuite vient le registre RTS. Il contient quoi le registre RTS à votre avis ici? Donc il contient l'adresse où il a sauté. Quelle adresse? C'est cette adresse-là. Donc RTS, c'est comme si on a fait jump ou un call, plutôt un jump. Donc jump, vers où? Vers l'instruction numéro 1, bien sûr à son adresse, l'instruction numéro 1. Donc cela est codé sur 32 bits et se trouve dans ce registre-là, RTS. Pour les interruptions, donc c'est la même chose ici. Donc, comme c'est le cas pour les sous-programmes, c'est aussi le cas pour les interruptions. Et là, c'est un flow d'attente. Là, c'est idle. Donc, idle en anglais, c'est l'attente. Donc, le processeur va rester à une seule adresse et faire une boucle infinie en attendant qu'un appel extérieur arrive, par exemple une interruption ou un événement qui va donc faire un saut ou un branchement vers une autre fonction ou une autre routine d'exécution. Prenons quelques exemples de ce que fait le séquenceur. Donc on voit ici le jump, comme je viens de vous le décrire. Donc on peut l'écrire comme cela, donc jump, et on met notre étiquette ici. Donc par exemple, si je mets jump, pour l'écriture, et l'étiquette, on va écrire par exemple main. Donc si on est dans la routine principale de votre code, quand on arrive à cette instruction, donc ce que va faire le programme va revenir au début du programme, parce que le main c'est le début du programme. On peut également, au lieu de mettre main, donc on prend un registre, par exemple P0, lui assigner une adresse en hexadécimal, par exemple l'adresse ici de l'unité de la mémoire L1. Donc voilà, comme cela. Et ensuite charger ce registre sur l'instruction jump. Donc là, on a un saut qu'on appelle direct. Donc directement, on introduit la valeur de l'adresse, ou un saut indirect. Donc on passe par un registre. Donc par exemple, vous avez besoin de cela si vous avez calculé une adresse quelconque et le résultat du calcul, donc vous le mettez sur ce registre-là, P0, qui va ensuite faire ce jump ou ce saut d'instruction. On a également le call, donc c'est la même chose, sauf que le call et le jump, quelle est la différence entre eux? Donc call, donc on appelle une fonction ou une routine, donc P3 doit contenir une fonction, donc une routine assembleur. S'il ne contient pas une routine assembleur, donc RTS peut avoir une adresse erronée et donc il n'y aura pas de retour et vous ne pouvez pas revenir à l'adresse de départ. Contrairement à jump où c'est juste un simple saut d'instruction. Et également, il faut le préciser, dans jump, il existe deux types, donc L long et short.
Si vous ne le précisez pas ici, c'est le processeur qui va décider en fonction de l'adresse fournie et de son espace par rapport à la position actuelle. Également, comment remplir un registre par l'adresse d'une étiquette. Donc là, on l'a déjà utilisé lors de la séance précédente, mais je vais le répéter ici, pas de problème. Donc nous avons une étiquette. On met high, ce qui va charger P4, un registre P4, la partie high, donc la partie MSB, par les 16 bits MSB de l'adresse de cette étiquette-là. Et c'est pareil pour le low, donc les 16 bits LSB du registre P4. Ensuite, on fait notre jump. Donc c'est comme cela qu'on réalise l'assignation ou plutôt le transfert de la valeur de l'adresse d'une étiquette vers un registre quelconque. Également, on peut utiliser un offset. Par exemple, offset, c'est quoi? Donc un décalage par rapport à une référence. Donc notre référence là, c'est le PC. Le registre PC, c'est le programme counter. Donc le programme counter, qu'est-ce qu'il contient le programme counter? Il contient l'adresse de la prochaine instruction qui va être exécutée. Donc dans ce cas, ce qu'on lui a demandé, c'est qu'il prend l'adresse donc actuelle de l'instruction qui va être exécutée et lui ajoute ce que contient P3. Par exemple, si P3 il ajoute, sa valeur elle est égale à 8, donc là, l'adresse du PC modifiée par la valeur 8, ensuite on effectue le saut. Pour le call, c'est la même chose, c'est juste que là, c'est un call au lieu d'être un jump. Donc voilà concernant le séquenceur programme. Aussi, les sauts conditionnels qui font partie aussi du séquenceur programme. Donc les sauts conditionnels ici, que veut-on dire par là? Un saut conditionnel. Donc quand il y a une condition, donc on parle de ceci. Donc peu importe ce que vous faites sur votre programme, si vous voulez faire des conditions, donc des instructions qui s'exécutent en fonction d'une condition, donc on doit faire appel au bit CC du registre A-state, donc le registre d'état arithmétique. Dans ce cas, ce qu'on va tester, c'est le bit AV0. Je vous laisse réfléchir, c'est quoi le AV0? Si vous avez bien révisé les autres séances et les chapitres, plutôt les parties de ce chapitre-là, on a parlé du registre A-state et on a dit que dans ce registre, il existe un bit AV0. Que veut-on dire AV0? A, c'est accumulateur, V, c'est overflow. 0, c'est l'accumulateur 0. Donc là, c'est le bit qui nous indique s'il y a un dépassement ou non dans l'accumulateur A0. S'il y a un dépassement dans l'accumulateur A0, donc CC sera égal à 1. Parce que ce bit-là sera également à 1. Si il n'y a pas de dépassement, AV0 sera égal à 0, donc CC sera également à 0. Et maintenant, on peut faire notre condition. Par exemple, là, on a fait un saut conditionnel. Donc, s'il y a un dépassement, on saute vers l'étiquette numéro 1, donc à l'adresse numéro 1. Et s'il n'y a pas de dépassement, donc, ce qu'on va faire, c'est sauter vers l'étiquette numéro 2. Également, on peut réaliser d'autres opérations avec le bit CC, donc des sauts conditionnels avec le bit CC. Donc ici, le CC va comparer R5 avec R7. Donc si R5 égale à R7, donc la valeur qui est dans R5, si elle est égale à R7, donc CC est égal à 1. Donc dans ce cas, on va sauter vers l'étiquette numéro 1, donc l'adresse numéro 1. S'ils sont différents, donc dans ce cas, on saute vers l'étiquette numéro 2. Et avec ça, vous pouvez également réaliser inférieur ou égal ou supérieur ou égal. Donc les deux sont
également possible. Donc, comme vous voyez ici, là, c'est strictement inférieur, P0 strictement inférieur à P1. Donc, si P0, la valeur dans P0 est strictement inférieure à P1, donc là, on fait un saut vers l'étiquette numéro 1. Sinon, on va faire un saut vers l'étiquette numéro 2. Voilà concernant les sauts d'instruction conditionnels. C'est ce qu'on appelle les sauts d'instruction conditionnels. Pardon. Maintenant, on passe au contrôleur des événements. Donc, vous vous souvenez de ce contrôleur des événements? On a parlé de cela lors de... Donc, je vais essayer de vous faire rafraîchir un peu la mémoire. Le saut et le contrôleur des événements, c'est lui qui permet de gérer les différents événements qui se passent dans... Le voici. Voilà, c'est Interrupt Controller. Le contrôleur des interruptions, le contrôleur des événements, c'est pareil, donc c'est celui-là. Donc on va le voir ici en détail. Donc ce contrôleur des événements nous permet de gérer 16 groupes d'événements. Il existe 16 groupes qui sont classés par ordre de priorité. Donc le premier groupe, c'est le groupe des événements émulation. Le deuxième, c'est l'événement de remise à zéro, un reset. Donc, si on provoque un reset, que ce soit matériel ou logiciel, ce reset-là va provoquer un événement et cet événement, il est géré par le contrôleur des événements. Donc, c'est lui qui va qui sait ce qu'il doit faire pour mettre le processeur en mode remise à zéro. Il existe également des événements réservés qui ne sont pas utilisés, donc ils sont laissés pour une utilisation ultérieure, donc on ne va pas parler de ça. Il existe également un groupe des événements qui sont les interruptions, mais c'est des interruptions non masquées. En général, ce sont des interruptions qu'on ne peut pas désactiver, donc qui sont toujours actives. Donc ces interruptions, sont toujours actives. Et en général, c'est des interruptions matérielles. Donc, par exemple, s'il y a une chute dans la tension du régulateur de tension, donc s'il y a une chute, donc là, ce que va faire le contrôleur des événements, donc il va enregistrer ou sauvegarder l'état actuel du DSP avant que la chute de la tension d'alimentation soit totale. Donc, pour sauver les données et les enregistrer. Donc, on gère cela avec des interruptions non masquées. Il existe également un groupe qu'on appelle le groupe d'événements d'exception. C'est des exceptions, donc c'est des erreurs software donc, qui arrivent lors de l'exécution de votre programme. Un exemple, c'est la violation d'adresse mémoire. Par exemple, si vous essayez avec votre programme d'accéder à une zone mémoire qui est protégée ou réservée, donc une exception sera déclenchée et elle sera gérée par une fonction qui va être contrôlée par le contrôleur des événements qui va savoir ce qu'il faut faire en fonction du type d'exception déclenchée. Et le dernier groupe qui a la priorité la plus basse, donc vous voyez des priorités là. Donc je vais vous expliquer c'est quoi la différence entre ces priorités. Mais avant, je vous explique donc les interruptions masquées. Ils sont en nombre de 11 groupes. Ces interruptions donc concernent les erreurs matérielles, donc des erreurs matérielles. Aussi le timer curve. Donc si le timer curve il a un débordement, donc il peut enclencher une interruption masquées et également les 9 interruptions à usage général. C'est ce groupe-là de 9 interruptions à usage général, c'est les interruptions des différents périphériques du DSP. Par exemple, le DMA, le port série, l'UART, le I2C, le SPI, etc. Donc, tous les périphériques, quand vous avez l'habitude de les utiliser sur vos processeurs 8086
le microprocesseur 8086 ou le microcontrôleur PIC. Alors, c'est quoi la différence entre une priorité haute et une priorité basse? Donc, l'événement qui est prioritaire, si deux événements se déclenchent en même temps, donnons un exemple par exemple, si on entre en mode émulation et qu'en même temps on provoque un reset, donc l'émulation sera gérée en premier par le contrôleur des événements avant de passer à la gestion de l'événement reset. C'est ça la différence entre priorité haute et priorité basse. Maintenant, voyons tout cela, comment il est organisé en mémoire, donc à l'aide du contrôleur des événements. Donc le contrôleur des événements les organise dans une table qu'on appelle une table des événements. Donc cette table des événements, elle est codée en mémoire et chaque groupe, il est noté IVG. IVG, c'est en anglais Interrupt Vector Group. En français, c'est un vecteur des groupes d'interruption ou vecteur d'interruption. Il existe, comme on l'a dit, 16 groupes, donc ceux qu'on a cités tout à l'heure, donc par ordre de priorité, vous voyez la flèche ici. Donc l'ordre de priorité ici, donc l'émulateur, ensuite un reset, donc les interruptions non masquées, les exceptions, ça c'est réservé. Donc ensuite, on a les hardware errors, le core timer, donc tous ces groupes-là, ils sont au nombre de 11. Les UVG 7 jusqu'à UVG 15. Donc tout cela appartient au même groupe, c'est le groupe des périphériques. Donc si on prend par exemple le groupe numéro 7, donc on va voir que c'est les interruptions de la boucle à verrouillage de phase, donc qui permet de gérer l'horloge de fonctionnement, donc qui cadence ce processeur-là. Aussi, les erreurs DMA, les erreurs du port parallèle, port série. Donc, vous voyez que tout cela, c'est géré en différents groupes et tout cela, c'est des périphériques. C'est les périphériques du DSP Blackfin qui sont classés dans ces groupes-là. Donc, c'est tout ce qu'il y a à dire sur cette partie-là. Passons maintenant. Ah oui, j'ai oublié. Donc, en mémoire, donc, ces groupes-là, donc, ils sont codés en mémoire. Donc, Memory Mapped Registers Location. Donc, ils ont des registres. Et ces registres-là contiennent leur adresse. Plutôt le contraire, ces registres-là sont codés en mémoire. Et ces registres-là permettent de gérer ces événements-là. Donc, par exemple, si je prends le groupe IVG7 qu'on a vu tout à l'heure, qui contient les erreurs des périphériques, donc là, il est codé à l'adresse suivante, donc en mémoire. Aussi, les retours des interruptions donc, se font à l'aide, donc le contrôleur des événements gère tout cela à l'aide de l'unité de contrôle. Et l'unité de contrôle qui contient les registres, par exemple, pour un reset, qui est une interruption aussi, ou pour les interruptions non masquées, donc on a les registres qu'on a déjà cités tout à l'heure. Donc ça, c'est des interruptions, donc il utilise seulement ces registres-là, RTI, pour le retour vers l'adresse initiale, alors que pour l'émulation, il utilise RTE. Les LST utilisent une RTI, donc c'est une interruption. Les interruptions non masquées utilisent RTN et les exceptions utilisent RTX. Donc RTX qui est le registre RTX. Voilà concernant le contrôleur des événements. Maintenant, parlons de l'architecture pipeline. Alors, l'architecture pipeline, donc, elle vient du mot anglais pipeline qui veut dire canalisation. Donc, canalisation. Donc, une architecture pipeline permet de canaliser le flot d'exécution des instructions en parallèle au lieu d'utiliser un flot d'exécution séquentiel. Voyons ce que que veut dire tout cela. Donc, vous avez l'habitude, donc, avec
le microprocesseur 8086 ou sur le PIC, dans l'unité de contrôle, donc une instruction, elle passe par 3 étages en général. Donc on peut trouver plus, mais en général c'est 3. Donc on commence par l'étage fetch. Que veut-on dire par fetch? Donc fetch, c'est la recherche ou le chargement de l'instruction à partir de la mémoire programme. Ensuite, on passe à l'étage de décodage. Là, on décode l'instruction pour savoir vers quelle unité fonctionnelle diriger cette instruction. Donc, si c'est une multiplication, on va la mettre sur le multiplicateur. Si c'est une addition, donc on la met donc sur l'ALU, etc. Ensuite, une fois décidé, on passe à l'étape de l'exécution. Donc, l'exécution, donc on a ici les opérandes qui sont chargées, par exemple, dans l'unité ALU. Donc, ils sont chargés. Et lorsqu'ils sont chargés, on peut passer à l'étape de l'exécution pour obtenir le résultat. Donc ça, c'est ce que vous avez d'habitude, vous utilisez d'habitude cette partie-là. Et vous voyez qu'elle est séquentielle. Donc, on peut utiliser qu'une seule instruction en même temps. Alors que dans une architecture pipeline, donc, on utilise un fonctionnement parallèle. Donc, toutes ces étapes-là s'exécutent en parallèle, ce qui va faire avancer le degré du parallélisme à des niveaux très hauts. Donc là, on peut optimiser notre algorithme qu'on va implémenter sur ce DSP-là à un niveau plus élevé. Donc, voyons cela graphiquement. Donc, prenons cet exemple-là. Donc là, on a 3 instructions en séquence, donc qui s'exécutent l'une après l'autre. Ensuite, on verra l'exécution en pipeline pour voir la différence. Donc, si on les exécute en séquence, prenons la première instruction. Donc, la première instruction, elle nécessite de passer par 3 étages. Donc, les 3 étages-là, donc on a F1, D1, E1. Que veut-on dire par cela? Nous venons de le voir ici. Fetch, décode, exécute. Donc, on fait un fetch, ensuite un décodage, ensuite l'exécution. Ensuite vient le tour de l'instruction numéro 2. Fetch, décodage, exécution. Ensuite, le tour de la dernière instruction, l'instruction numéro 3, fetch 3, D3, décodage 3, exécution 3. Donc, en tout, nous avons besoin de 9 cycles, donc 9 cycles pour exécuter 3 instructions de notre programme. Alors qu'en pipeline, on fait le fetch 1, le décodage de l'instruction numéro 1, mais en même temps, lors du décodage de l'instruction numéro 1, on a l'étage fetch, il est libre. Donc, pourquoi ne pas profiter de cet étage-là? Donc, on introduit l'instruction numéro 2 dans l'étage fetch. Ensuite, quand on arrive à l'exécution de l'instruction numéro 1, l'instruction fetch qui était au niveau à l'étage fetch 2, elle est en train d'être décodée. Donc, il reste la dernière instruction qui arrive à l'étage fetch 3 qui vient d'être libérée par F2. Donc, l'instruction numéro 2, qui va faire également le décodage et l'exécution. Donc, on voit ici que lorsque l'instruction numéro 1, elle est exécutée, l'instruction numéro 2, elle est à l'étage de décodage et l'instruction numéro 3, elle est à l'étage fetch. Donc, c'est un parallélisme à son maximum. Donc, en tout, on a besoin seulement de combien? De 5 cycles d'horloge seulement pour exécuter donc 3 instructions. Donc, dans le cas de l'utilisation séquentielle, nous avons besoin de 9 cycles, alors qu'en pipeline, nous avons seulement besoin de 5 cycles. Donc, une différence de 4 cycles. Donc, nous avons gagné 4 cycles d'exécution. Donc là, ça vous donne l'idée que si vous avez un processeur qui a plusieurs étages, donc plus de 3 étages pour l'exécution d'une instruction, donc là, le gain sera
énorme par rapport à 3 étages seulement. Et ce qui est le cas pour ce DSP Blackfin. Ce DSP Blackfin, il contient 10 étages d'exécution. Donc le premier étage, c'est l'instruction fetch IF1. Il permet d'envoyer l'adresse de l'instruction sur le bus d'adressage programme. Donc une fois que cela, donc c'est lui qui réalise la connexion avec la mémoire L1 programme. Donc là, il envoie l'adresse de l'instruction, donc pour la récupérer. Ensuite, vient le deuxième étage, c'est l'instruction fetch 2, IF2. Qu'est-ce qui se passe au niveau de cet étage-là? C'est l'attente de la réponse. Donc, on attend que la mémoire L1, pardon, donc vous voyez que c'est vraiment difficile avec la souris, ça glisse. L1P1, qu'elle répond avec la valeur de l'instruction à l'adresse donnée. Ensuite, via l'étage numéro 3 du fetch, IF3, il va permettre de lire et aligner l'instruction. Donc, la lecture et l'alignement se font au niveau de l'unité de contrôle à l'aide du contrôleur d'alignement qu'on a vu déjà au cours de cette séance. Une fois que l'instruction elle est lue et alignée, on peut à présent la décoder. Donc, commençons par le décodage. Donc, il va décoder l'instruction. Une fois que l'instruction elle est décodée, donc vous savez c'est quoi le décodage de l'instruction. Donc, savoir ce que on souhaite faire avec cette instruction. Si c'est une multiplication, une addition, un saut d'adresse. Donc là, tout cela se fait donc dans cet étage-là. Maintenant vient l'étage Address Calculation, AC. Donc au niveau de ce étage-là, on va calculer l'adresse des opérandes. Parce que cette instruction, une fois décodée, on va trouver qu'elle contient des opérandes. Mais ces opérandes-là, on ne connaît pas leur adresse. Donc on va essayer de la trouver. Donc c'est à l'aide de ces deux étages-là, DataFetch 1 et DataFetch 2. Donc, c'est DataFetch 1 DF1 et DataFetch 2 DF2, pardon, ça c'est 2 et non 1, donc je dois la corriger. Donc, dans cette partie-là, donc on va lire les opérandes sur les registres. Donc là, les registres, par exemple, si on a utilisé par exemple un registre, une instruction par exemple ici, R0 égale à P0. Donc là, on a lu les registres et effectué donc R0 égale ce que contient P0. Donc on est prêt à transférer cette valeur de P0 vers R0. Donc une fois l'exécution elle du bit, nous avons réalisé cette opération-là. Donc l'exécution nécessite là 2 cycles. Lorsque c'est des instructions multicycles, les instructions multicycles, c'est quoi? On va voir c'est quoi. Donc, c'est comme la multiplication, les sauts d'adresse. C'est des instructions qui sont lentes, donc qui nécessitent plus d'un cycle pour l'exécution. Contrairement aux instructions de transfert, par exemple ici, ou les instructions arithmétiques, d'addition, d'instructions logiques ou de décalage binaire. Donc, ces instructions nécessitent seulement un cycle d'exécution. Donc, une fois que cela est exécuté, donc une fois qu'on arrive à cet étage-là, donc c'est bon. Donc, cette instruction-là, c'est bon, elle a été proprement exécutée. Ce qui reste maintenant, c'est le dernier étage, write back en anglais. Donc, ce write back, donc c'est le retour sur l'écriture. Donc, on va réécrire le registre et mettre à jour les pointeurs si ils ont été utilisés. Par exemple, si on a fait une auto-incrémentation, une auto-décrémentation, donc c'est dans cette partie-là qu'elle va être réalisée. Donc, voilà le pipeline du DSP
Blackfin. Donc il est composé, donc je le rappelle, composé de 10 étages. Le premier étage, deuxième, troisième, qui sont semblables. Donc ils permettent de mettre, de récupérer l'instruction à partir de la mémoire. Donc en général, ils ne sont pas comptés lors du calcul. Pourquoi? Parce que l'instruction elle est toujours prête à partir de l'exécution séquentielle. Donc on commence à calculer par ici. Donc instruction décode. Donc là on a décodage de l'instruction et la calculation de l'adresse des opérandes et la lecture des opérandes sur les registres. Donc vous voyez, c'est divisé en 3. Ensuite l'exécution qui contient 2 étages et ensuite le retour des valeurs sur les registres donnés au pointeur. Donc voilà ce qui contient le pipeline du Blackfin. Donc il faut bien le retenir, c'est très important pour ce cours-là. Donc voyons un exemple lorsqu'on a 10. Donc 10, donc là nous avons 10 et des instructions qui arrivent à fur et à mesure, donc consécutives. Donc commençons par l'instruction numéro 1. L'instruction numéro 1, je prends une autre couleur, c'est mieux pour vous que vous pouvez la voir. Donc l'instruction numéro 1, elle est l'étage IF1. Au cycle N, donc disons que ce cycle, c'est le cycle 0. Donc au cycle 0, l'instruction 1, elle est à l'étage IF1. Donc il n'y a pas de cycle 0, mais juste on présume qu'il existe. Donc au cycle numéro 1, elle passe à l'étage IF2 et ensuite elle continue de changer d'étage du pipeline jusqu'à arriver à l'étage d'exécution et le write back ici. Également pour l'instruction qui vient juste après. Donc elle passe d'un étage à l'autre, etc. jusqu'à l'arrivée au dernier étage, write back pour sortir du pipeline. Ensuite vient l'instruction numéro 3, etc. Donc vous voyez, par rapport à ce qu'on a vu avec les 3 étages standards qu'on a vu tout à l'heure, là, combien de cycles on va gagner? Donc si vous voyez que à n plus 9, là nous avons un pipeline complètement rempli. Là, il est complètement rempli, le pipeline. Donc nous avons l'instruction numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc lorsque l'instruction numéro 1, elle est à l'étage write back, l'instruction numéro 2 vient d'être exécutée, l'instruction numéro 3, elle est en cours d'exécution, l'instruction numéro 4, elle est en train de lire ses registres, également l'instruction numéro 5, l'instruction numéro 6, on est en train de calculer l'adresse de ces opérandes. L'instruction numéro 7, elle est en cours de décodage. L'instruction numéro 8, elle est dans le 3e étage fetch. Le 9, l'étage numéro 2. Et l'instruction numéro 10, elle est dans le premier étage du pipeline qui est l'étage fetch 1. Donc vous voyez que ici, nous avons un gain considérable en nombre de cycles en exécutant nos instructions de cette façon-là. Donc en suivant une architecture qu'on appelle une architecture pipeline. C'est ça tout l'intérêt du pipeline. Donc revenons aux instructions multicycles. Ici, nous avons parlé d'instructions multicycles. Alors c'est quoi ces instructions multicycles? Donc on va parler de cela en détail ici. Alors les instructions multicycles, donc, si les données programmes sont sur la mémoire L1, donc on doit supposer cela, les instructions nécessitent seulement un cycle d'exécution. Donc, les instructions, on a par exemple cette instruction-là, par exemple R0 égale R1 plus R2. Cette instruction nécessite seulement un cycle d'exécution. Un cycle d'exécution. Prenez n'importe quelle instruction du jeu d'instruction de ce DSP-là, elle prend un cycle d'exécution. Sauf pour la multiplication
32 bits. Je précise multiplication 32 bits et non une multiplication 16 bits. Donc, si vous utilisez une multiplication 16 bits, par exemple, A0 égale R1 L fois R2 L, par exemple, là, c'est une multiplication 16 bits parce que là, les opérandes sont 16 bits et donc, elle consomme seulement un cycle d'horloge. Alors que les instructions de multiplication 32 bits nécessitent plus. On va voir toutes ces instructions-là. En général, elles nécessitent 3 cycles d'exécution. L'instruction push-pop, donc, s'ils sont multiples, donc, elles consomment aussi plus d'un cycle. Call, jump ou n'importe quel branchement, donc un saut d'instruction, qu'il soit conditionnel ou un retour d'adresse, par exemple, retour, si on utilise le registre, plutôt l'instruction RETS, qui va faire un retour d'une routine ou d'une fonction, donc elle consomme 5 cycles d'exécution, contrairement aux autres unités instructions standard du DSP. Maintenant, expliquons pourquoi la multiplication 32 bits, elle nécessite 3 cycles d'exécution. Voici un exemple. Ça, c'est une multiplication 32 bits. R0 fois égal veut dire que R0 égale R0 fois R1. Donc là, on a des opérandes 32 bits. Donc on va multiplier la valeur d'un registre 32 bits avec un autre registre 32 bits. Alors pourquoi elle consomme 3 cycles d'exécution? Voyons cela pourquoi. Revenons au pipeline. Donc nous avons dit que ici que les instructions multicycles commencent à s'exécuter dans cette partie-là. Donc pour les exécuter, donc on a besoin de 3 étages d'exécution. Donc nous avons ici l'exécute 1, ensuite l'exécute 2, mais pour récupérer le résultat d'exécution, donc on doit attendre un cycle supplémentaire. Donc ce cycle supplémentaire, il est inclus avec le write back, d'où la nécessité de 3 cycles, donc 1, 2, 3. C'est pareil aussi pour les sauts. Les sauts nécessitent 5 cycles. Pourquoi 5 cycles? Parce que on va changer pour le call également. Donc, on doit vider le pipeline. Donc, si on revient au pipeline, donc on doit le vider donc, à partir de cet étage-là. Pourquoi non pas de cet étage-là? Parce que à partir de cet étage-là, donc les instructions sont déjà présentes dans le. Donc si on calcule et on prend donc un étage, 2, 3, 4. Donc on doit vider tout cela et en plus le cycle d'exécution. Donc en tout, les calls et les jumps nécessitent 5 cycles d'exécution. Également RTS, les retours, alors que la synchronisation cœur, donc ce mnémonique-là, dans le jeu d'instruction, veut dire core sync. Veut dire quoi sync? Donc c'est la synchronisation de l'horloge du cœur. Donc si on a un problème avec l'horloge, etc., si on veut la régler ou la resynchroniser, on doit utiliser cette instruction-là. Et pour faire cette synchronisation, on doit vider tout le cycle. Donc tout le pipeline doit être vidé. Contrairement au jump au call, où on doit vider seulement les étages que je viens de vous indiquer tout à l'heure. Donc avec l'instruction sync, donc on doit le vider. Tout le pipeline doit être vidé de ces instructions pour synchroniser le cœur encore une fois. Il existe également le stall, le décrochage donc en anglais. C'est une latence dans l'une des unités fonctionnelles qui a pour conséquence de provoquer un décrochage du processeur du pipeline. Donc là, le pipeline du processeur
va perdre des cycles, donc un cycle qui seront perdus à cause de ce décrochage-là. Ce décrochage, il arrive seulement si on a des deux instructions qui sont dépendantes l'une à l'autre, donc qui sont exécutées consécutivement. On va voir cela par l'exemple. Donc, lors de la programmation, il faut bien prendre en compte tout cela. Prenons cet exemple-là. Donc, R0 en vert là égale un registre cœur. Le registre cœur là, c'est le registre arithmétique, état de l'arithmétique, A-state. Donc, dans ce cas-là, si on essaie de réutiliser ce registre-là, R0, lors de l'instruction qui vient après, une latence sera programmée, elle sera provoquée. Pourquoi cette latence elle est provoquée? Par la limite de l'architecture de ce DSP-là. Donc, le temps que ce DSP va libérer R0 de la valeur de ce A-state, donc, parce que A-state, il se trouve dans le cœur du registre, donc, on aura un cycle perdu déjà. Donc, un cycle dit de stall, donc une perte d'un cycle. Également pour le registre P0. Donc, mais avant de parler de P0, là où on était, donc, on a utilisé un registre cœur, A-state. Si on aurait utilisé un autre registre, il n'y aurait pas de problème. Donc, si on aurait choisi le registre de données, un autre registre donné, par exemple R1, plutôt R2 ou R3, donc R0 égale à R3, ou par exemple si R0 égale à P3 ou P0, peu importe le registre, on n'aurait pas eu ce problème-là. Mais vu qu'on a utilisé ici un registre, dit registre cœur, c'est un registre cœur, donc qui appartient au cœur du processeur DSP. Donc, on a utilisé A-state. Si on a utilisé par exemple un autre registre, par exemple LC0, donc qui est un registre de boucle matérielle, mais c'est un registre cœur. Si on a utilisé par exemple le registre cycles de l'unité de contrôle, donc c'est un registre cœur également. Donc si on utilise ce type de registre-là, donc on aura ce problème-là si on essaie de réutiliser R0. Mais si, par exemple, R0 il est utilisé à partir de l'instruction numéro 3, on n'aura pas de problème, malgré si on utilise un registre cœur. Revenons à P0. Donc avec P0, c'est la même chose. Donc si on utilise un registre pointeur, et pas seulement le registre P, si on utilise par exemple I0, si on utilise P3, l'essentiel, c'est que si on tombe dans le cas où ce P0, là, il est répété lors de l'instruction suivante. Donc, deux registres pointeurs qui sont utilisés en tant que registre de destination, ensuite un registre source. Donc, c'est ça le problème, c'est d'utiliser un registre pointeur comme registre de destination et hop, ensuite on l'utilise comme registre source. Là, vous allez avoir un gros problème qui va ajouter 4 cycles de stall. Donc, le processeur va se déconnecter du pipeline pendant 4 cycles. Donc, on a perdu 4 cycles pour rien. Et lors de vos séances de programmation avec ce DSP, lorsque vous essayez d'assembler votre code, donc le builder de votre environnement de développement va vous informer de cela. Donc ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas à retenir tout cela tout le temps. Donc juste à faire attention à ce que le build va vous sortir comme message. Donc il va vous informer, donc un message informatif, donc qui vous dit que vous allez perdre 4 cycles d'horloge dans cette instruction-là. Donc, vous essayez de la régler. Donc, si vous ne pouvez pas la régler, donc vous allez accepter cette perte-là. Et cela
risque d'arriver lorsque vous avez des programmes qui sont très compliqués. Le retour d'interruption, le RTS également, le RTI, le RTN, le RTX. Donc, tout cela, toutes ces instructions qu'on a vues, donc qui sont basées sur les registres de l'unité de contrôle, ont tous un 4 cycles de stall. Pourquoi 4 cycles de stall? On va le voir graphiquement dans les exemples suivants. Prenons cet exemple numéro 1. Cet exemple numéro 1, il est tiré de l'exo numéro 2 ou 3, je ne me souviens plus, de la série TD numéro 3. Donc la série qui parle de la programmation de ce DSP-là. La question c'est, quel est l'état du pipeline lorsque l'instruction numéro 3 est en cours d'exécution? Quelle instruction numéro 3? C'est l'instruction de ce programme-là. Donc vous voyez que ce programme, il a composé d'une étiquette qu'on appelle ici main. Ensuite, voici la première instruction, la deuxième et là la troisième. Elle est bien indiquée ici par cette flèche-là. Et si vous faites très bien attention ici, vous allez voir que il existe un stall, un décrochage ici. Comment reconnaître ce décrochage-là? Vous voyez que c'est P2 ici, là, il est répété ici. Là, il est un registre de destination et hop, là, il devient registre de registre source. Pardon. Donc, il va provoquer un stall, donc un décrochage des processeurs. Donc, on essaie de voir cela graphiquement, ce qui se passe. Donc, ce qui est demandé ici, c'est l'état du pipeline dans ce cas-là. Donc, si on prend l'état du pipeline dans ce cas-là, donc là, vous le voyez que cette instruction-là, P2 égale à R3, elle est à l'étage exécution 2, elle est là. Et avant elle, on a donc l'étage exécute 1, l'étage data fetch 2, data fetch 1, l'étage d'adressage, donc de calculation d'adresse, et l'étage de décodage. Et vous voyez que les étages fetch ne sont pas indiqués ici, parce que comme je vous l'ai dit, parce que l'accès il est en parallèle, donc à chaque fois, l'étage fetch, il nous rapporte 64 bits, donc plusieurs instructions en même temps, donc ils sont toujours présents. Donc, revenons au problème. Donc, vous voyez que P2 ici va être exécuté. Donc, il est en cours d'exécution. Mais avant lui, nous avons ces B là. B, c'est en anglais, c'est bubbles. Bubbles en anglais veut dire, sa traduction en français, c'est des bulles. C'est des bulles d'air. Donc, notre pipeline, il contient de l'air. Donc, il est vide. Au lieu d'avoir des instructions, il contient de l'air. Pourquoi cet air-là? Il est provoqué par ce décrochage-là, donc provoqué par la réutilisation du registre pointer P2 en tant que registre de registre source, alors qu'il était registre de destination. Ce qui a provoqué un stall. Vous voyez ici en jaune S. S veut dire install. Donc en tout, cette instruction-là nous a coûté 4 cycles d'instructions perdues pour rien. Donc si on veut éviter cela, donc là on doit avec R3 utiliser par exemple P1 au lieu d'utiliser P2. Et là on n'aura pas de problème. Donc cette instruction sera positionnée exécute 1 au lieu d'avoir ce vide-là, cette R-là. Donc, c'est cela le problème du décrochage. Et maintenant, supposons qu'on vous demande, par exemple ici, quel est l'état, là on nous a demandé l'état du pipeline au niveau de l'instruction numéro 3. Et si on vous demande l'état du pipeline lorsque on est à l'instruction numéro 7, call. Call qui est donc fait appel à une routine qui est le main, ici appelé main, donc une fonction main. Donc si on fait ce call là, qu'est-ce qui se passe?
le programme va retourner au début. C'est ça. Mais voyons cela, comment se passe au niveau des pipelines. Donc, précédemment, nous avons vu que cette partie-là. Donc, des bubbles, et là, c'est le stall. Continuons l'exécution. Donc, on était ici, ici. Donc, je vais effacer, réécrire, c'est mieux. Donc, on était là. C'est le cycle 283 de ce programme. Ensuite, on est passé à cette étape-là. Logiquement, de cette instruction à cette instruction, normalement, ça consomme qu'un seul cycle. Mais vous voyez que à cause de ce retard-là, donc de cette latence-là provoquée par P2, on a eu un décrochage de 4 cycles. Donc le décrochage de 4 cycles, on le voit ici. Donc P2 égale à R3. Ensuite, un décrochage de 4 cycles avant d'arriver à l'exécution de R0 égale à P2. Ensuite, il n'y a pas de stall, donc il n'y a pas de décrochage. On exécute la prochaine instruction, R1 égale à R, etc. Donc cette instruction-là, et R1.h qui arrive ici. Ensuite, arrive le tour d'exécution de quoi? De cette instruction-là qui fait un call, donc un appel de la fonction main. Mais vous voyez que cette call, elle est arrivée avec derrière ce mot-clé-là, K. Que veut dire K? Donc, que signifie K? K veut dire kill en anglais, tuer. Donc, il va tuer toutes les instructions qui arrivent après. Pourquoi tuer ces instructions-là? Parce que là, on va sauter vers une autre adresse. Donc, une autre adresse, quand on dit une autre adresse, donc c'est d'autres instructions, de nouvelles instructions. Donc, on doit tuer les instructions qui arrivent après. Quelles sont ces instructions-là? C'est ces instructions-là, parce que le pipeline va continuer à s'exécuter. Donc, I3, elle est située où ici? Donc, si vous essayez de suivre ce pipeline, donc I3L, c'est cette instruction-là. I3H, c'est celle-là. Mais le processeur, il est en train de les tuer sur le pipeline. Pourquoi il les tue? C'est pour vider le pipeline. Donc, il fait un vidange entre guillemets, donc un vidange du pipeline. Donc, il essaie de vider le pipeline. Pourquoi vider le pipeline? Pour préparer l'exécution de la nouvelle instruction qui se situe à main, parce qu'on va faire un call. Donc, main qui est ici. Donc là, on peut continuer l'exécution de ce pipeline le plus normalement possible. Donc c'est un peu compliqué, mais si vous essayez de reproduire ce que je viens de faire tout seul, vous allez très bien comprendre le principe du pipeline. On arrive à la fin de cette séance et de ce chapitre-là. Donc si vous avez des questions, vous les laissez en commentaire pour faire profiter tout le monde. Je vais essayer de répondre à vos questions, à vos commentaires. Si vous souhaitez me contacter à propos de cela, donc vous me contactez directement sur mon email professionnel. La prochaine fois, Inch'Allah, ce que nous allons voir, c'est le chapitre numéro 4, c'est la programmation DSP. Donc, on va voir en détail comment programmer ce DSP. Donc, voir le jeu d'instructions, comment utiliser ce jeu d'instructions, les limites de ce jeu d'instructions, ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire. Donc, tout cela est inclus dans le chapitre numéro 4. Donc, d'ici là, je vous invite à préparer vos questions pour les séances présentielles la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc, je vous dis à bientôt et salam alaikum.